Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous recevons aujourd'hui un invité acteur qui a commencé en étant figurant, notamment dans Dunkerque de Christopher Nolan, mais le premier plan n'attendait que lui et il a brillé dans Rester vertical d'Alain Guiraudy. On se souvient également de lui pour son rôle dans En Liberté avec Adèle Haenel et Pio Marmaille. Il a fait forte impression dans le long métrage César du meilleur film 2020, Les Misérables de Lajli, où il interprétait le premier rôle, celui d'un policier de la BAC fraîchement arrivé. Depuis, il est devenu un acteur fidèle de Wes Anderson, puisqu'il a joué notamment dans The French Dispatch et sera à l'affiche de son prochain film qui sera donc Asteroid City. Et cette année, il était une nouvelle fois nommé au César du meilleur acteur pour son rôle bouleversant dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Merci Damien Bonnard d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ça nous fait très plaisir de te Merci de m'inviter. Ouais. Ah bah c'est avec plaisir, je vais te présenter du coup les clappeurs qui sont face à toi. Notre première clapeuse, une productrice qui a trouvé le format du court-métrage, qui trouve que le format du court-métrage est honteusement sous-coté. Du coup elle est particulièrement heureuse de te recevoir, Damien. C'est Clémence Michaud. Je m'attendais à une vanne, il y en a Mais non, même pas de vanne. Non, là c'est un fait. Là c'est un Oh fait. là là, oui. Ça va parce que Court-métrage. tu as fait beaucoup de courts-métrages, Damien. Ouais, j'en ai fait beaucoup. C'est un peu comme ça que j'ai pu commencer à avoir des rôles. Et puis je continue à en faire. Et du coup, avec Clémence, nous avons un journaliste que tu as bouleversé, Damien, avec ta prestation dans Les Intranquilles. Grâce à lui, grâce à toi, le chiffre d'affaires de Kleenex a monté en flèche. C'est Sylvain Allemand. C'est moi, vraiment, j'ai des parts dans Kleenex. Non, Voilà, officiel. c'est ça. Ça a marché. Bah oui, c'est un rôle marquant qui, du coup, je le disais, Damien, t'as valu. Je fais que pleurer. Ah, bah, Non, vraiment, j'ai j'ai pas arrêté. C'était gênant dans la salle, on disait arrêtez de pleurer, monsieur, mais j'arrive pas. Voilà, exactement. Bon, bah, pour revenir un peu aux origines, Damien, en fait, je crois que tu as fait plusieurs tentatives de fugue ratées et tu as quitté l'école à 16 ans parce que l'enseignement qu'on te proposait ne proposait pas justement un monde assez large. Est-ce que le cinéma et le métier d'acteur dans lequel, du coup, tu t'es lancé à 33 ans, donc 15 ans plus tard, a été finalement l'outil pour toi pour fuir un chemin un peu tout tracé et découvrir différentes visions du monde, peut-être? Oui, finalement c'est ce que c'est devenu, parce qu'en fait du coup j'ai compris plus tard que maintenant je suis que dans des fugues, puisqu'en fait Ouais. d'une fugue, Ouais. que ce soit musicale, enfin c'est quand même une échappée comme ça quelque part, et donc sur des temps plus courts que si je faisais en vrai dans la vie. Si d'un seul coup toutes les professions que j'exerce, ou tous les parcours que j'ai dans les films, je les faisais en vrai dans la vie, ça serait très long. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de Elles vie. sont plus concentrées, donc c'est pratique. Mais du coup, c'est ce que je cherchais à faire, c'était élargir l'horizon, découvrir des choses, m'en rapprocher. Et du coup, à travers les films, je le fais. Et c'était quoi la dernière? Et non, du coup, est-ce que ça a été justement une façon de découvrir différentes visions du monde aussi? Et est-ce que ça a été conscient aussi? Je me demande du coup, quand on parle, est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est ce métier-là qui va me permettre de vivre plusieurs vies? J'en sais rien. En fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était parce que Londres, c'était trop cher. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire à Londres. Ouais. Et puis après, le métier de coursier que j'ai fait à Paris m'a fait rencontrer des prods. Du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire de la figuration. Enfin, en fait, après, avant, moi, j'ai quand même fait les Beaux-Arts avant, pendant 6 ans. Et la fin de mes travaux artistiques, il y avait quand même en partie des choses qui étaient des happenings, donc des performances en public. Donc il y avait déjà des choses comme ça. Je travaillais des textes, donc j'étais pas si loin que ça, mais voilà. Du coup, je crois que, mais ça, maintenant c'est proche de quelque chose que je cherchais, et je fais que découvrir des choses, et je fais que de plus en plus le goûter. Mais maintenant, il s'agit là où je suis maintenant, de pas s'enfermer là-dedans. Donc il faut. Donc là, j'ai des envies de revenir à des choses qui sont plus du happening. Enfin, je vais vers d'autres choses aussi. D'accord, ok. Parce que ce métier, il est vaste en fait. Et donc ça peut être de la lecture, ça peut être des pièces radiophoniques, ça peut être. Mais en fait, ça peut être plein d'autres choses. Donc, comme j'ai un passé d'artiste, acteur, ça fait partie d'une des manières de parler d'art. De s'exprimer, oui. Donc je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Clémence? Oui, justement, tu disais que tu avais commencé, on disait que tu avais commencé en tant que figurant, et c'est un métier qui est assez sous-coté, parce que sans figurant, il n'y aurait pas de film. Bien sûr. Et est-ce que, j'étais curieuse de savoir s'il y avait des enseignements peut-être que tu avais appris de ces rôles-là, et que tu aurais pu instiller dans ces rôles d'acteur de premier plan.
Non, figurant, enfin, je l'ai fait, je crois, 5 ans. Hein. J'observais beaucoup, de toute façon, autant la technique que l'artistique, tout ça. Après, évidemment, figurant, c'est quelque chose d'hyper important pour des films. Enfin, si les figurants sont pas embarqués par la personne qui réalise et et inversement, enfin, s'il n'y a pas une communication entre les deux, c'est compliqué. S'il n'y a pas suffisamment de respect entre les deux, c'est compliqué aussi, et ça arrive. Après, non, moi je l'ai fait, en fait, je m'étais dit, en plus, ça va me permettre de découvrir ce métier, et c'était surtout, je prenais un peu des cours de théâtre en même temps, tout ça, et c'était je me disais, pour faire des courts-métrages qui n'ont pas forcément de financement, si je suis figurant, du coup, je peux avoir le statut, donc avec le statut d'intermittent, je vais pouvoir me servir de ce statut pour ce à quoi il est fait, c'est-à-dire avoir des périodes où on touche de l'argent sans travailler, pour pouvoir se consacrer à d'autres projets qui n'ont pas forcément d'argent. Enfin, je le faisais dans cette logique-là. Après, qu'est-ce que j'ai dû trouver plein de choses là-dedans, mais un truc précis, je sais pas. Enfin, si, un de mes premiers rôles, ça devait être de la figuration, et je devais aller signer mon contrat pour une semaine de figuration sur la loi de Rachid Bouchareb. Et à l'époque, c'était Judith Chalier, qui maintenant est une grande directrice de casting, qui était dans ses premiers pas comme moi. Et donc, je devais juste aller faire un essayage costume et signer ce papier pour la semaine. Et juste avant de signer, je ne la connaissais pas, mais je lui ai dit, mais est-ce que cette semaine-là, je ne pourrais pas l'échanger contre une journée avec une phrase, par exemple? Et elle m'a dit, mais t'es comédien? Je ne sais pas vraiment, mais j'ai envie. Et elle m'a dit, attends, j'ai une caméra, on va essayer. On a fait 2 prises. Elle les a envoyées à Rachid Bouchareb et il m'a pris pour un rôle, donc j'ai eu 3 jours, je crois. Ah oui, du coup, il y a et un bon voilà, niveau. enfin, j'ai tenté, quoi. Bien tenté. Et donc non, il y a des choses qui sont venues de ça. Et puis des rencontres, et puis maintenant il y a des gens avec qui je travaille, il y a beaucoup de gens pour qui j'ai travaillé depuis là en rôle, pour qui j'ai été figurant, enfin c'est marrant. On s'est croisés il y a 10 ans ou 15 ans. Ah, vous vous retrouvez. Sylvain? Ouais, on l'a dit, avant le cinéma, t'as eu un peu 1000 vies, t'as été pêcheur d'anguilles. Un énorme storytelling. Exactement. J'ai entièrement fabriqué. Hein. Exactement. Et je me demandais, est-ce que, vu que t'es arrivé au cinéma un peu par hasard, est-ce que ton parcours de vie, il te permet d'avoir un jeu instinctif? Est-ce que tu pioches dedans, dans ce parcours de vie? Ça me sert, c'est sûr, parce que du coup, je pense que je suis passé par des tas de choses, donc voilà, je peux aller chercher là-dedans, et puis je suis peut-être marqué aussi par ces choses-là, enfin, dans la tête ou physiquement. Et après, j'avais une réponse. Non, c'était... non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut tout le temps, même là, j'essaie de m'exercer à continuer à le faire, en fait, parce que le principe, c'est si on est acteur ou actrice, mais qu'on reste chez soi, quand on tourne pas et qu'on voit rien du monde, en fait, on reviendra sur des films, mais pas vides. Et je trouve ça important de se nourrir en permanence de choses, quoi. Mais c'est juste observer le monde, hein, ou avoir d'autres pratiques à côté. Il y a plein de gens qui font ça aussi, qui font autre chose parallèlement. Mais en tout cas, avoir un autre quotidien et pas être juste dans cette bulle. Ça, c'est un truc nécessaire. Et c'est un apprentissage constant, quasiment. C'est un bagage. Ouais, parce qu'il mais c'est. Et puis après, pour chaque film, le truc, c'est quand même de se plonger dans des vies qui sont pas les nôtres et d'essayer de les comprendre. C'est là que l'interprétation elle est intéressante. Donc, c'est de ramener ce qu'on est soi, mais en essayant de comprendre l'autre et pour devenir l'autre. Donc, voilà. Il y a justement la cinéaste Anne Fontaine, avec laquelle tu as tourné dans Blanche comme neige, qui t'a décrit comme l'un des rares acteurs français à travailler à l'anglo-saxonne, dit-elle. Et juste, tu te dis ça parce que j'apprenais mon texte. Il y a que ça. Il y a que ça. Non, je sais pas. Elle avait trouvé ça étonnant que j'apprenne mon texte autant et tout ça, mais je crois que c'est un truc. Mais justement, toi qui as joué dans The French Dispatch de Wes Anderson, qui est justement, est-ce que tu as remarqué peut-être la différence entre le jeu d'acteur français et le jeu d'acteur anglo-saxon? Parce que du coup, dans The French Dispatch, non, le problème, c'est qu'on a des. Enfin, le truc, c'est que quand Anne relevait ça, c'est que c'est aussi un souci dans le cinéma français. Il y a quand même. C'est pas pour. Oui, pour polémiquer, mais. Alors, il y a 2 choses. C'est qu'on a des fois peu de temps pour préparer des personnages. Là, par exemple, je sais pas, j'ai écouté ce matin aux infos
l'acteur qui joue Elvis, là, qui sort aujourd'hui. Aston là, c'est ça. Butler. Aston Butler, Butler, ouais. ouais. Je crois qu'il a eu 4 ans, par exemple. Ouais, Ça c'est va. bien. ça- Ça laisse un peu ça de va. temps. Il est là. Il peut Ça s'imprégner. n'arrive jamais, quoi. Enfin, c'est un truc. Ouais. Alors que ça doit être génial à vivre parce que d'avoir autant de temps pour trouver des choses, pour réfléchir à Ouais. tout ça. Enfin, par exemple, avec Joachim Lafosse, on avait eu le grand luxe d'avoir 10 jours de répétition sur le plateau avec la caméra pour trouver des choses, pour creuser les scènes, les interroger, enfin, trouver des nouvelles choses. Et donc ça, c'est quand même un temps, je fais pas de généralité, mais on a rarement beaucoup de temps pour préparer. Ouais. Alors après, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup parce que c'est comme ça que je travaille, mais j'essaie à chaque fois de changer la manière dont je travaille aussi. Ouais. Mais donc de changer la manière dont je répète mes textes, changer les approches que je veux faire par rapport au personnage, même je commence à lier des choses physiques, des sports spécifiques qui vont dans la direction de ce que j'ai à jouer, ou à l'inverse. Je sais pas, après je fais des trucs, j'achète des parfums qui correspondent à mon truc. Enfin, ça, c'est mes trucs Ah oui, perso. j'ai vu que t'avais mais- un parfum par film. Ouais, mais Ouais. ça, c'est mon truc perso. Ouais. Comme ça, tout le monde sent mon personnage. Ouais. C'est ça. Mais c'est des... Et c'est vrai que y a aussi, je crois, des fois, que ça soit partout, je pense, dans le monde, des gens qui travaillent pas assez, en vrai. Ouais. Ouais. Bon, Et ça c'est dans dommage, n'importe hein, quel mais métier. En vrai, quand on a l'occasion de faire des trucs, c'est quand même d'y passer beaucoup de temps, c'est génial, et de pouvoir s'y plonger, et de pouvoir apporter autre chose qu'une première lecture, mais voilà. Mais- Donc voilà, j'essaie de faire ça. Je critique personne. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que moi, j'ai besoin de... en fait, je me sens plus libre en ayant travaillé énormément, mais voilà, c'est... Oui, c'est ton. Mais je pense qu'en vrai, c'est une réalité, c'est que plus on est préparé, plus on est libre, en fait. Oui. À l'inverse, parce que les trucs d'impro, tout ça, moi, c'est pas mon truc. Il peut y sortir des choses un peu fulgurantes comme ça, mais en vrai, souvent, ça tourne en rond et on livre pas grand-chose. Mais en étant préparé énormément, il y a des choses, des logiques qui s'installent, des pensées, des trucs. Voilà. Et je crois savoir d'ailleurs que pour The French Dispatch, tu devais tourner Ah oui, à la base c'est ça la question. une journée. Il y avait ça aussi derrière, mais du coup, j'ai reformulé autrement. Tu devais tourner une journée, mais finalement, tu as laissé plusieurs semaines parce que tu as cherché des idées avec Wes Anderson. C'est ça, comme deux enfants créatifs, je cite. C'est ce que tu as dit. Et je crois savoir d'ailleurs, donc, je l'ai dit, tu joueras dans son prochain film, Asteroid City. Pour toi, qu'est-ce que justement ce réalisateur qu'on connaît notamment pour The Grand Budapest Hotel, mais aussi La Vie aquatique ou encore La Famille Tannenbaum, qu'est-ce qu'il a de si particulier justement pour composer un film? C'est un réalisateur hors du commun, Wes Anderson. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il a quand même quelque chose qui est très carré, parce qu'il a son film parfaitement en tête, tout ça à l'avance, mais en même temps, il a cette ouverture. Nous, en fait, c'était né un peu comme ça, c'est j'avais une journée, et puis en fait, on a fait des répétitions, et puis il m'a dit, mais attends, non. Enfin, non, après, c'est arrivé pendant le moment, on essayait des moustaches, je sais plus. Ouais, c'est ça, je crois qu'il y a eu un truc de... En fait, à partir du moment où il s'est dit, mais attends, avec cette tête-là, du coup, tu peux plus être ce mec-là. Et du coup, t'as forcément ça. Puis du coup, j'ai dit, mais est-ce que je pourrais avoir du coup une pipe? Il me fait, ah ouais. Puis en fait, c'est parti. Et comme on s'amuse quand on est gosse, en fait, à créer un personnage. Et du coup, donc après, il m'a dit, mais il faut que j'écrive des scènes en plus où tu tortures des gens, machin. Enfin, c'est parti comme ça. Mais après, dans lui, ce qui est très étonnant, bon, après, il a son esthétique, tout ce qui représente son art. Et Son il y a univers. plein de films qui comptent beaucoup pour moi de lui. Mais après, ce qui est fou, c'est de le voir diriger, par exemple, sur The French Dispatch ou sur le dernier. Le dernier, je peux pas vraiment en parler, mais Oui, bien sûr. celui d'avant, mais il y a toujours un casting complètement fou d'actrices et d'acteurs fabuleux, Oui. mais qui sont tous des gens, par exemple, qui travaillent d'une manière totalement différente. Ouais. Et ce qui est assez fascinant, c'est de le voir arriver à diriger chaque personne, en fait. Il sait très bien à qui il faut rien dire, à qui il faut aller dire, peut-être, enfin, je sais pas comment... Enfin, il sait très bien comment accompagner chaque personne pour l'emmener dans son univers, alors que c'est que des gens qui parlent des langues différentes, concrètement, artistiquement, ou d'ailleurs même suivant le pays d'où ils viennent. Mais ça, c'était assez fascinant. Et puis aussi, c'est cette liberté. Dans The French Dispatch, je crois au début, il y a une scène avec Mathieu Amalric et Willem Dafoe qui vient sur un terrain vague, là, fouiller dans les ordures. Ouais. Et je crois qu'on a commencé à la tourner en couleur. Et puis d'un coup, on fait en noir et blanc, et puis finalement il va y avoir de la neige. Et puis voilà, puis la scène est devenue une autre scène, mais où tout avait changé en même temps. C'est à la fois très construit, en fait très libre, du coup. Ouais. Ouais, il y a un mélange des deux. Sylvain. Oui, t'as côtoyé aussi le cinéma américain indépendant dans C'est qui cette fille? Ouais. Et je me demandais si c'était une envie de ta part d'intégrer cette industrie, parce que il me semble que c'est cette industrie qui t'a donné l'amour du cinéma. Le cinéma américain. Le c'est cinéma ça américain, ouais. Et le cinéma français, hein, quand même, mais
Mais oui, comme on est beaucoup à avoir grandi aussi Oui, avec bien sûr. les films américains. Mais, Il y a un été, c'est ça où tu, Ouais, il y a une anecdote d'un Ouais, été. où Tu aurais gardé la maison d'une amie et tu aurais regardé 4-5 Ouais, c'est films vrai, c'est vrai. par jour Ouais, c'est américains. là que je me suis fait un peu ma culture cinéma. Parce qu'en fait, avant, j'allais au cinéma quand j'étais enfant, tout ça. Chez mes parents, il y avait une télé, mais qui était plutôt. La télé, c'était un objet qui était au grenier. Il fallait vraiment avoir envie d'y aller Ouais. pour la regarder. Donc après, on avait un magnétoscope à une époque où on avait des films. Donc j'ai quand même regardé des films comme ça. Mais j'avais quand même pas une culture de cinéma de dingue. J'ai toujours pas. Enfin, j'en vois beaucoup, mais. Et c'est vrai que cet été-là, j'ai beaucoup regardé vraiment, mais des débuts. Quand je dis du muet, c'est vraiment de tous les films avec Lillian Gish, Ouais. toutes ces choses-là, les Chaplin, les Buster Keaton, et puis après les Douglas Sirk, enfin tout ça, et puis après jusqu'à nos jours. Mais non, le cinéma américain, par exemple, Nathan Silver, on a des projets ensemble, donc on coécrit des choses ensemble, enfin on va D'accord. continuer. Ouais. Lui il continue parallèlement ses films aussi, avec ou sans moi des fois. Et je sais pas, mais je cherche pas spécialement à tourner. J'ai pas de rêve américain proprement dit, mais j'ai envie de tourner, moi, je sais pas, avec des Italiens, avec des Allemands, avec des Espagnols. Là, je viens de faire un travail avec Pedro Aguilera, qui est un réalisateur espagnol. Je sais pas, de n'importe où dans le monde, en fait. Enfin, Japon, Chine, Afrique, Amérique du Sud. Bah, en fait, Toujours monde entier. découvrir, quoi. Non, mais ouais, Ouais. enfin, et parce que c'est toujours intéressant d'aller de voir comment les choses se disent dans d'autres cultures, avec des gens qui ont un autre point de vue, et puis c'est pour la joie de travailler avec des gens qu'on connaît pas et d'endroits qu'on connaît pas. Clémence. Justement, on parlait du coup de ton travail avec Wes Anderson sur le personnage. Donc d'ailleurs, on retiendra que tout se joue pendant les essais costumes pour une carrière. Vraiment, ça c'est la leçon du jour. Petit conseil. Petit conseil pour les débutants. C'est ça. Et justement, du coup, c'était intéressant parce que tu parlais de la façon dont tu bosses énormément. Donc le parfum, les cours. J'ai entendu que pour les intranquilles, tu avais pris des cours de boxe. Ouais, je vous raconte, mais je préciserai. Ouais. Oui, pardon si je simplifie un peu. C'est pas vraiment des cours, mais. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un très très grand travail de profondeur sur la vie intérieure presque de tes personnages. Et comme c'est des personnages qui sont à l'origine écrits par quelqu'un d'autre, comment tu fais pour pas imposer ta vision du personnage, mais comment tu fais pour la proposer en fait quand tu travailles avec un réalisateur, un scénariste est-ce que c'est quelque chose que tu prépares en amont avec avant de partir dans une direction ou... Il y a souvent c'est quand même ça, tout ça. Par exemple, on va prendre le film de Joachim comme exemple, mais Joachim, ça a beaucoup été par des échanges, on a beaucoup conversé, échangé sur tout ça. En plus, au départ, je devais même pas être peintre, je devais être photographe dans la version de base. Donc on a beaucoup échangé. Après, lui m'a mis un peu sur des rails de gens que je pouvais rencontrer par rapport à la maladie qui m'affectait. Et puis après, il y a d'autres dynamiques qui sont venues. Voilà, moi, d'un ami qui m'a parlé d'un boxeur. Donc, cet ami Daniel m'a parlé de Didier, qui est donc boxeur, qui avait jamais travaillé avec un comédien. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que j'étais coincé, c'est que je trouvais plein de choses sur ce personnage, mais je savais pas comment switcher, en fait, c'est-à-dire passer d'un état à l'autre, de l'état maniaque à l'état dépression. Ouais. Et c'est mon ami Daniel qui m'a dit, mais peut-être les sportifs, peut-être en boxe, ils ont ça. Forcément, les mecs, ils arrivent d'un vestiaire, ils montent sur un ring, dans un vestiaire, et ils sont comme ça, et sur un ring, ils vont me tuer, quoi. Donc il y a bien un truc. Puis après, on a réfléchi à ça, on s'est dit, c'est vrai, il y a ce truc souvent, on parle de mental d'acier, tout ça. Et puis du coup, j'ai appelé Didier, et il a accepté donc de me faire. C'était quelques jours seulement, juste avant le tournage, genre 4 jours avant que ça tourne. Et donc, quand je suis parti avec lui, donc on a fait un peu de boxe, mais en vrai, c'est surtout lui, parce que moi, j'en ai surtout pris plein ma tronche. Et il devait être à 10% de ses capacités. Mais parce qu'il fallait pas que j'arrive sur le tournage en morceaux. Et non, du coup, on a travaillé, du coup, mais quand même, en fait, des choses qui étaient hyper utiles, parce que c'était autant des petites victoires, donc qui étaient intéressantes pour toutes les scènes maniaques, que des humiliations, des trucs où j'en pouvais plus au sol sur le ring, et où il m'expliquait qu'en fait il y avait 2 façons que ça s'arrête, c'était soit que la cloche sonne, soit que je tape plus fort et que je gagne.
Et à chaque fois que je devais taper plus fort, je me disais, mais si je suis sûr qu'il va se venger si je tape plus fort. Enfin, puis il y a des moments, je pouvais même plus reprendre mon souffle, j'étais juste au sol et c'était violent. Et puis de comprendre que la violence pour l'autre, pour l'atteindre, il faut d'abord dépasser il faut d'abord être violent envers soi-même. Enfin, en fait, pour se relever et aller taper un mec, il faut d'abord trouver la force de se relever pour ensuite aller sur l'autre. Donc c'est un enfer, enfin c'est un double truc. De se faire violence. Et puis il y avait plein de choses dans la boxe, il y a plein de choses fascinantes. Enfin, tout le truc de Shadow, là, de tous ces trucs seuls où on répète les mouvements, où on se projette dans tout ça. Parce que mon rôle des Intranquilles, il y a quelque chose qui a beaucoup à voir avec la solitude. Enfin, donc il y avait plein de choses là-dessus. Puis après, on a fait des espèces de choses qui étaient presque plus philosophiques. Enfin, on a passé des journées à aller voir toutes les plus belles choses qu'il y avait chez lui, c'est autour de Marseille. Donc, des champs d'oliviers, je sais pas, la mer. On s'est fait des matins, on est parti et on a été se baigner à 5h du matin avec les flamants roses, enfin, des trucs hyper beaux. Et puis après, on faisait l'inverse, on allait dans tous les endroits où les gens prennent de l'héros, ou les endroits où il y a des suicides, enfin des trucs chargés de trucs noirs, quoi. Pour que j'ai deux mondes comme ça qui existent, mais que je les ai traversés physiquement. Donc je sais pas, mais ça c'est des méthodes qui s'inventent en cours, quoi. Et parce que du coup la question c'était... Ah bah non, c'était là-dessus sur le... Non, oui, c'était exactement ça. C'était comment tu appréhendes et comment t'abordes. Oui, mais comment... est-ce qu'on en parle avec le réalisateur ou la réalisatrice, tout ça. Donc voilà, donc ça par exemple avec Joachim, ça s'est fait comme ça, avec les médecins avec qui j'ai travaillé, avec les lectures qu'on a faites en commun, avec son point de vue, parce que Joachim connaissait très bien le sujet aussi. Donc, et après, en fait, puis là, avec Laïla, avec qui on était partenaire. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, mais c'est de se parler, Laïla Bekti, je précise. Oui, Laïla Bekti, pardon, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et puis de questionner les trucs et de se demander si c'est juste. Mais voilà, mais du coup, c'est un travail d'équipe. Mais comme Joachim, par exemple, il le faisait avec tous les postes, enfin, que ce soit avec Pete qui faisait les peintures sur lesquelles j'intervenais, la déco, l'image. Enfin, de toute façon, c'est un travail collectif normalement. Il y a des tas de films où ça l'est pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et après, non. Après, je pense qu'effectivement, on peut se planter, arriver avec un personnage qui a rien à voir avec le truc. Et là, ça doit être assez emmerdant. Mais en général, ça se règle aussi avec la personne qui réalise. Enfin, le tout, en fait, c'est d'avoir la chance de travailler avec des gens qui ont un réel point de vue sur leur cinéma et sur leur histoire et sur leur personnage. Moi, il se trouve que j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont ça. Donc, du coup, et c'est d'autant plus riche. Là, je viens de faire un film avec Brigitte Si, que j'ai fait avec Laetitia Casta, Béatrice Dalle et Guillaume Verdier, entre autres. Et je voyais des scènes que plein de gens auraient filmées. Enfin, déjà, en fait, moi, il y a plein de gens qui se couvrent de partout, qui font des chants contre chants, des trucs sous la voiture, par-dessus, derrière. En fait, t'as pas de point de vue. Enfin, tu sais même pas comment tu veux raconter les choses. Parce que oui, au montage, il y aura quelque chose, mais en vrai, c'est un peu facile. Enfin, finalement, oui, il y aura, mais moi, je préfère quelqu'un qui me dit, moi, je pose ma caméra ici, et c'est là, et c'est comme ça, et c'est là que ça se passe. Et en plus, avec un réel point de vue. Enfin, notamment, là, il y a une scène dans le film de Brigitte où c'est une scène où, à la lecture du scénario, on peut se dire, tiens, c'est un moment où quelqu'un comprend quelque chose que je vis et qui vient me voir et qui vient me dire, comme ça je dévoile rien, mais qui me dit, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un truc. Et donc ça, on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse un chant contre chant et qu'on voit mon visage en train de dire qu'il se passe rien, mais alors qu'en fait, il se passe quelque chose. Et ben, elle m'a filmé de dos. Et elle filme l'autre. Et c'est tout. Et je trouve ça génial. Ouais, c'est cohérent. Mais c'est voilà, que chacun ait sa grammaire, tout ça, c'est important. Et voilà, du coup, j'ai cette chance-là. Mais justement, tu parlais des Intranquilles, le tournage il s'est fait en plein Covid, et t'as dit que justement le fait finalement d'être en bulle un peu avec une équipe restreinte, ça a aussi nourri le film. Est-ce que les imprévus, ils sont pas aussi un peu indispensables à la réalisation d'un film ? Est-ce qu'ils apportent pas aussi quelque chose ? Parce que les tournages sont souvent inhérents aux imprévus, ça Bien sûr. Ouais, ce truc, alors c'est sûr que c'était juste après, dès qu'on a pu sortir, qu'on a tourné le film, donc on l'a préparé avant, on a discuté avant, tout ça, et puis dès qu'on a pu sortir et pouvoir tourner. Mais donc le monde était encore un peu limité, enfin tout était fermé,
On s'était questionné sur ce truc parce que c'était même il y avait notamment les scènes avec les enfants à la sortie de l'école, avec les parents, donc les figurants qui étaient là, masque ou pas masque, enfin voilà, c'était. Ouais. Et puis après on s'est dit mais en fait en même temps ça a tellement de sens. Bon, ça marquera parce que le cinéma il l'est pas tout le temps et c'est bien aussi qu'il le soit pas tout le temps, mais c'est aussi un témoin de notre époque. Ouais, bien sûr. Des choses qui disparaissent ou des choses qui existent encore. Moi par exemple là, j'ai des obsessions, mais j'en ai parlé plusieurs fois, mais parce que dans les gares, comment ça s'appelle, les portiques là, les nouveaux portiques pour accéder au train, c'est un truc, je crois que si vous voulez tous les casser, mais non, mais parce qu'en fait, en vrai, ça veut dire que maintenant, si on n'a plus de billets, on peut ni accompagner quelqu'un, dire au revoir, Ouais, c'est ça. ni rattraper quelqu'un, ni repartir. Enfin, c'est un enfer. On peut plus courir après les trains. Ouais, on peut plus courir après les trains, on peut plus courir après quelqu'un qu'on aime, on peut même plus se séparer devant un train, on peut rien. Enfin, il y a que ceux qui ont un billet qui passent, et ça me rend fou. Ouais. Et du coup, ça par exemple, il y a des tas de films où on peut être témoin de ça, de voir des gens courir sur des quais, et tout ça, ça n'arrivera plus, sauf si on décide de le tourner. Ouais. Mais dans la vraie vie, ça n'existe plus. Donc voilà, donc le cinéma, des fois, il est témoin de ces choses-là. Et là, dans Les Intranquilles, on s'était dit en plus ce masque, donc ça marquera ce moment qu'on a passé. Et c'était aussi parce qu'au tout début du film, il y a une scène qui a disparu, mais où quelqu'un disait à Layla, votre vie sera plus jamais la même. Et on s'est dit, en fait, le Covid, ça nous a fait ça, en fait. C'est que notre vie, en fait, il y avait une résonance entre le fait que notre vie soit plus jamais la même et ce qu'on venait de vivre qui fait que notre vie est plus la même. Donc, et puis, non, par rapport après aux accidents, tout ça, moi, c'est souvent très, très riche, des choses qui sont même des imprévus dans une scène ou des choses qui arrivent en plus et tout ça. Et je parle même pas d'impro, mais je parle d'un moment où il y a, je sais pas, il y a un peu tout qui se met en place et qui. Je sais pas, des fois on dit quoi, c'est les planètes qui s'alignent. Non, mais des fois il y a un truc de grâce en plus. Ouais. Ça c'est toujours beau. Et après moi maintenant j'essaye de me dire, parce que je trouve ça intéressant la bulle du tournage du cinéma, tout ça, mais ça me fait un peu chier de se mettre à l'écart du monde aussi et du coup de pas le laisser imprégner tout ça. Donc maintenant je commence à me demander comment faire. Parce qu'en fait, le cinéma, du coup, on recrée de la vie dans la vie, mais on la sépare de la vie. Alors, maintenant, j'essaie de me dire comment faire pour que ça s'imbibe en fait avec ma propre vie et que le film, que faire du cinéma, ça fasse juste partie de ma vie, mais que ça soit pas un truc qui stoppe la vie. Enfin, c'est un peu mes réflexions du moment. Non, c'est intéressant. Mais après, ça peut être, je sais pas, si c'est ramener des amis sur des plateaux, je sais, juste des fois pour pas qu'il y ait ce truc étanche en fait entre le 7e art et la vie. Donc je sais pas, il faudra trouver des solutions. Oui, par rapport à ça, l'idée de le cinéma qui représente la vie, pour Les Intranquilles, t'as opéré une grande transformation physique. Et je me demandais si c'était un souhait de ta part de t'orienter vers des rôles qui te permettent justement de te transformer même physiquement. J'adore ça. Oui. J'adore ça parce que c'est un. Après, je sais pas, j'ai pas envie de jouer que des trucs. Parce que je cherche pas à. Faire comme Christian Bale, par exemple, qui est beaucoup habitué à faire des transformations physiques dans ses rôles. Des performances. Ouais, voilà, je veux pas faire de la performance. C'est ça, ouais. Mais, enfin, en tout cas, je le fais pas pour ça. Mais je le fais au service du personnage. Et puis parce que je trouve que c'est hyper intéressant de se changer physiquement. Ouais, c'est. Et puis ça aide beaucoup pour créer des personnages. Hein. Mais que ça soit juste, je sais pas, une couleur de cheveux, le fait de boiter, le fait d'être plus gros, plus maigre, je sais pas. Enfin, c'est des tas de choses. Mais ça fait. Mais après, c'est dans une logique vers le personnage. Enfin, parce qu'il s'agit pas. On est un peu dans une génération aussi. Par exemple, il y a plein d'acteurs, ils ont tous les mêmes tablettes d'abdos, machin. Enfin, sauf que des fois, t'as envie de dire, mais ça n'a rien à voir avec la vie de ton personnage. Enfin, tout le monde ne fait pas 50 pompes par jour. Enfin, il y a des choses. Et Layla, elle en parlait quand elle a fait Les Intranquilles, le fait qu'elle était enceinte peu de temps avant et tout ça. Et elle le disait, parce qu'il y a des scènes où elle dit qu'elle s'est oubliée pendant 15 ans. Si elle l'avait fait en étant comme ça, en faisant 35 kilos et super maquillée, on va dire, tu t'es pas oublié du tout pendant 15 ans. Ouais. Je sais plus, elle avait une expression qu'elle arrêtait pas de raconter, je crois, avec des cils qui vont jusqu'à la porte d'Auteuil, ou je sais plus ce qu'elle Non mais, parce que, enfin, il s'agit pas d'être réaliste en plus dans le cinéma, parce que c'est pas très important d'être réaliste, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de faire un travail, parce que voilà, le jeu, dans la vie, de toute façon, on est un corps et puis un cerveau. Peut-être être crédible plus que réaliste en fait. Ouais, d'être crédible et puis d'être engagé, quoi. Ouais.
Je crois justement le tournage des Intranquilles, il s'est fait de façon chronologique, c'est ça? Presque. Presque Pas tout à chronologique. fait, mais parce que justement, il y avait ces histoires de poids que je devais prendre et perdre, et que c'était. Ah oui. Parce que je crois que j'avais pris 14 kilos, un truc comme ça. Et du coup, on a pratiquement tout fait en chronologie, mais on a eu des moments, on a juste eu. Parce qu'il fallait que juste que j'ai ce truc-là, mais pratiquement, ouais. Clément, je crois que c'est... Oui, parce que justement, en fait, c'est intéressant parce qu'on parlait de ce mélange de pas de vie et de 7e art, mais de pas complètement stopper la vie. Et dans Les Intranquilles, donc non seulement on a cette logique qui est assez organique, donc de tourner chronologiquement, vous avez les mêmes noms que dans la vraie vie, sauf pour votre fils, mais pour le personnage de Leila Bekti et de toi. Est-ce que ça Gabriel, rajouté en... Il n'a pas eu le droit. Il voulait pas. Il voulait pas. Ah oui. On lui a proposé. Vaut mieux écarter. Ah, je savais pas qu'ils m'ont lui avait proposé. Ouais. Mais est-ce que ça a changé quelque chose de perceptible, peut-être de plus intense dans cette expérience-là, du coup? Le fait déjà de tourner pratiquement chronologiquement, là où c'est très intéressant, c'est que d'un seul coup... C'est rare sur les tournages, faut préciser. C'est très rare. Ouais, c'est rare aussi, c'est dommage, mais après c'est compliqué, hein. C'est des trucs de pour le production. plan de travail. Ouais, c'est hyper complexe, suivant les lieux où il faut tourner. Les disponibilités des comédiens aussi. Exactement. Après, moi je trouve ça l'idéal. J'essaie de me tenir à ça, c'est de faire une chose à la fois. Mais je trouve ça, voilà. Mais parce que ça permet justement d'être complètement disponible à quelque chose, et puis ça permet moins d'emmerdement. Et puis non, mais en plus là, avec justement tous les films qu'il y avait pendant le Covid, c'était d'un seul coup des films s'arrêtaient parce que quelqu'un l'avait. Enfin, le vite est un gros merdier parce que d'un seul coup, je sais pas, quelqu'un qui fait 5 films en même temps, il se retrouve. Enfin, ça. Isabelle Huppert, par exemple, perturbe le cinéma en fait. Non, mais ça, et puis je trouve ça intéressant. Enfin, moi, il y a des moments où je tournais des choses en même temps, tout ça, mais voilà, pour moi, j'ai besoin d'être sur une chose comme ça et parce que, mais bon, je sais faire des choses en même temps, mais je trouve ça agréable d'être sur une histoire, mais tout ça pour dire. Sur le tournage chronologique. Sur l'intensité, la chronologie, oui, voilà, sur la chronologie et les prénoms. La chronologie, c'est qu'en fait, d'un seul coup, si on a tourné quelque chose le lundi et que le mardi, on a la suite de ça, suivant ce qui s'est passé le lundi, on peut se dire, mais attends, hier, on a fait ça, est-ce que du coup, on repartirait pas là-dessus, ou est-ce qu'on ferait pas référence à ça, ou est-ce qu'on modifierait pas ça, parce que finalement, il s'est passé ça. Et c'est là où c'est riche, c'est que d'un seul coup, on peut tout le temps faire évoluer le scénario et le film qui est en train de se faire, et on l'alimente de choses. Et quand on n'est pas en chronologie, on est plus en train de se dire, attends, non, mais non, on ne peut pas faire ça, parce que du coup, on a fait ça. Enfin, du coup, on est moins libre. Donc voilà, mais bon, après, on se débrouille toujours. Mais, et sur les prénoms, non, il y a eu plein de versions. Il y avait d'autres prénoms, je ne me rappelle même plus lesquels. Et puis Joachim, dans sa dernière version qu'on écrivait pendant les 10 jours de répète, pour aller plus vite, il avait mis nos prénoms. Et puis il nous a demandé ce qu'on en pensait. Avec Leila, on s'est regardé, on s'est dit, bah non, ouais. En fait, de toute façon, c'est pas nous. En vrai, dans la vie, c'est des personnages. Et puis en fait, ce sera encore plus pratique sur le plateau. Ça permet presque de jamais couper, parce que même du coup, même hors jeu, si je voulais l'interpeller ou elle voulait m'interpeller, c'est les bons prénoms. Ouais, ça marchait, ouais. C'est pas... Et du coup, c'était assez pratique. Et Gabriel, je crois que quand Joachim l'avait proposé, il voulait pas, parce que non, il dit non, mais moi je suis pas... Je sais même plus ce qu'il a donné comme raison. Qu'il voulait pas être acteur. Ou je sais plus, je sais même plus ce qu'il avait dit. Enfin, bon, c'était drôle, mais... Il y a une autre particularité, c'est que vous avez tourné du coup le film sans connaître vraiment la fin, ou en tout cas elle s'est faite. Alors je crois qu'il y a plusieurs versions. Il y a Joachim Lafosse dit que c'est toi et Leila qui l'avez écrit. Ouais, il fait chier, c'est lui. Et toi tu dis oui c'est ça, tu dis que c'est des conneries. Il y a divergence. Mais non, mais c'est parce qu'on l'a trouvé ensemble. Lui il dit que c'est nous qu'on avons décidé, mais parce qu'en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que cette fin a été écrite. Et quand on l'a faite la première fois, c'était assez chiant, je crois. Ah ouais. Ça expliquait beaucoup de choses, et puis c'était beaucoup de textes, et puis il nous regardait en se disant j'y crois pas, quoi. Ouais. Donc ça a duré, c'était une journée entière, je crois. On a commencé à 6h du matin, et vers 18h30, on a trouvé la scène, enfin il y a la scène qui est dans le film qui est arrivée, quoi. Ah oui, du coup. C'est long. Mais parce que du coup on est passé par un monologue qu'on a réécrit le midi. Après là, elle me faisait répéter pour que je l'apprenne, et moi je disais mais je peux pas apprendre ça, je peux pas apprendre 4 pages de texte là en 20 minutes. Puis Joachim me dit
débrouille-toi, c'est ton métier. Et donc Layla me faisait répéter, et puis en fait, c'était toujours, ça marchait pas. Ouais. Puis du coup, on cherchait. Mais en fait, non, c'est que Joachim, ce qu'il nous disait, et ce qu'on essayait de faire avec lui, c'était que finalement, ce qui arrivait, c'est presque une synthèse de ce qui devait se dire et ce qui était écrit. Ouais. Mais c'était ce que, en fait, où est-ce que, après tout ce qui avait traversé nos personnages pendant le film, où est-ce qu'ils en étaient? Et puis, bah, ils en étaient là, quoi. Et donc, les mots qui sont sortis sont les mots de Sur le notre moment. état à ce moment-là. Ouais. Mais même Layla, des fois, je crois qu'elle m'a dit, non, tu vois, mais à la fin, de toute façon, tu t'en vas. Je fais, mais c'est toi qui pars en marche arrière, hein, rappelle-toi. Ouais. Parce que, mais on n'était même pas d'accord sur notre séparation. Ah oui, d'accord. Elle me disait, mais non, tu t'en vas. Je fais, bah non, Il je y avait crois que c'est un- toi qui t'en vas, là. Et puis, de Ouais. toute façon, et puis, mais tu crois qu'on sera encore ensemble? Je fais, non, je crois que je passerai te voir parce qu'on a un enfant en commun, mais on débattait là-dessus. D'accord, c'est marrant, oui. C'est-à-dire que- Donc il y avait des moments sur le plateau, on se parlait plus, à des moments, après on se parlait. Joachim, il devenait fou dans son coin. Et parce que chacun avait un vrai point de vue à défendre. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, de toute façon, parce qu'il s'agit même pas de gagner Ouais, avec ouais. son point de vue, mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'affronte. Mais justement, je crois que toi, t'aimes bien les films dans lesquels il écrit le mot fin à la fin des films. Ouais, il y en a presque plus. Ouais, ça n'arrive pas souvent, hein. C'est vrai que c'est assez rare. Est-ce que ce fin, justement, à la fin des films, il bloque pas un peu en disant là c'est la fin? Est-ce que finalement ne pas avoir ce mot fin, ça permet pas un peu aussi de laisser les spectateurs un peu prolonger l'histoire, ou non? Toi, t'aimes bien ce côté ancré, ici c'est la Ouais, fin. non, mais en vrai, j'aime bien les deux. Hein. J'aime aussi les films avec un générique qui défile. Non, mais c'est parce que j'aime beaucoup tout le cinéma des années 50, 60 américain, Ouais. où il y avait quand même les génériques au début. En fait, où Ah toute oui. l'équipe défilait au début. Ouais. Et puis, eux, il y avait pas de générique de fin à l'époque, il y avait juste le mot fin, justement. Mais c'est parce que je trouve ça beau comme objet, en fait. Mais après, je suis. C'est moins symbolique que ce que je disais. Mais ouais, si je pouvais faire un film bientôt où il y avait marqué fin, ça me plairait. Clémence. Oui, et du coup, tu parlais de la collaboration avec Piet Ramdonk, c'est comme ça qu'on dit. Je veux Piet surtout pas. Ramdonk. Piet Ramdonk. Sur l'étoile. Mais on dit Piet Mondrian, donc. Ah bah. C'est Comment pareil, on je pense. prononce Peut-être qu'on dit Piet Mondrian en même temps, je sais plus. Et du coup, ça a fait l'objet d'une exposition, l'atelier Intranquille, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était ça. Et la galerie cinéma. du coup, on est quand même sur un petit fil rouge de lien entre la réalité et la fiction, Ouais. qui est comme pour Séraphine. Je crois que tu en parlais dans une interview où on pouvait voir l'étoile de Séraphine après la sortie du film. Ouais. Est-ce que tu as perçu un accueil peut-être différent ou un public différent à l'exposition et lorsque le public a rencontré le film? Ouais, bah, du coup, c'était ce qui nous avait amusé là-dedans aussi, parce que après, c'était quand même concrètement le travail de Piet, parce que moi, j'ai participé, j'ai poursuivi des peintures qu'il avait commencées, des choses comme ça, mais on peut pas dire, à part 2-3 trucs qui étaient présentés, que j'avais fait vraiment moi, mais il y en avait peu. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai. Parce que, en fait, sur le film, j'avais été travailler avec Piet en amont pour lui voler tous ses gestes, comprendre sa peinture, qui m'explique voilà, comment fabriquer mes couleurs et tout ça. Mais et pour pouvoir peindre, pour qu'il n'y ait pas de différence entre les moments où c'est lui qui peigne et moi, enfin le moins possible en tout cas. Ouais. Mais j'avais travaillé en amont avec lui, puis après pendant le film, sur le tournage, j'avais les clés de l'atelier, j'avais une voiture et je passais de l'hôtel à l'atelier, même quand on tournait pas, j'allais peindre. Et aussi pour faire vivre l'atelier, pour qu'il y ait même si l'équipe de déco avait travaillé ça, le sol et tout ça, mais j'essayais de faire vivre le truc le plus possible. Tu voulais dire un truc? Non, je buvais tes paroles. Pardon. Et pour compléter, voilà, ce qui avait été fait, mais après, quand il y a eu l'occasion de faire cette exposition, c'était de trouver, je trouvais ça intéressant de toute façon soit que les gens voient une expo et qu'ensuite ils aillent voir un film. Et puis, j'aime bien quand ça circule entre les arts, Ouais. que ce soit la musique, les arts plastiques, le Correspondance. cinéma, toutes les correspondances. Et du coup, mais c'est vrai que ça m'avait touché. Moi, c'était la Fondation Mayol qui avait eu les travaux de Séraphine. Et d'un seul coup, de pouvoir voir ces choses-là en vrai, c'était encore une autre dimension. Mais après, je pense que effectivement, il doit y avoir des tas de gens qui peut-être ont été voir le film parce qu'ils ont été voir l'expo, ou d'autres qui ont été voir l'expo, mais qui n'auraient peut-être pas été voir une expo. Je sais pas. Mais il y avait un peu
des personnes différentes. Ouais. Sylvain. Donc tout à l'heure, tu t'en parlais un peu du dualisme, notamment avec les très beaux endroits et les endroits un peu moins beaux, si on peut dire ça comme ça. J'ai remarqué que tes personnages dans tes films, ils ont aussi un point commun, c'est le dilemme et un peu leur dualité. Je pense notamment au personnage dans Les Misérables qui veut bien faire son job de baqueux, mais qui en même temps cautionne pas les agissements de certains de ses collègues. Ouais. Et je pense aussi dans Les Intranquilles, du coup, à ton personnage qui lui est clairement dans un dualisme qui est médical, hein, c'est sa maladie, et en plus qui a un dilemme de je veux rendre ma femme heureuse, mais je pourrais jamais le faire parce que j'ai une maladie qui me l'empêche. Et je me demandais, est-ce que toi, le dilemme et la dualité, ce sont des thèmes qui t'obsèdent ou vraiment qui t'intéressent vraiment? Ah non, j'ai pas après, je pense qu'on en a tous Ouais. des dilemmes et des C'est la question un peu perchée. des problèmes non, mais je pense qu'on a à y faire tous les jours, et tant mieux. Ça permet de faire des choix et de pas forcément dire oui tout le temps, de faire attention à dire non souvent. C'est le principe de renoncer, c'est important aussi. Enfin voilà, de se poser ces questions-là, du coup d'être dans ces choix-là tout le temps et de revoir les choses, de les remettre en question. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être souvent aussi. Après, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le double, forcément, c'est intéressant. C'est peut-être pas le dilemme, le double, mais ça peut. La dualité dans ce sens-là. Il y a un film de Denis Villeneuve que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Ennemi, qui est adapté d'un écrivain portugais qui est décédé depuis, mais je sais pas. Enfin, c'est pas des choix. C'est vrai que c'est peut-être que j'ai pas. C'est dans tous les films comme ça. Non, mais en tout cas, les rôles vraiment qu'on marquait comme ça, je trouvais qu'il y avait vraiment une dualité qui ressortait à chaque fois. Mais c'est peut-être plus intéressant à jouer. En liberté, ouais. Aussi, un peu, ouais, c'est vrai. Mais après, je crois c'est peut-être inconscient, c'est possible aussi. C'est peut-être. Il serait temps que je fasse un choix. J'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Hein, c'est pas... Non, mais de toute façon, je pense que c'est présent dans plein de choses. Mais après, il y a des moments où on le voit plus que d'autres, effectivement. Mais je sais pas, j'ai pas plus à développer sur ça. C'était très bien. C'était ma question un peu perchée. Comme Jean-Pierre Jeunet te l'avait dit, tu te prends trop la tête. C'est quand j'aime beaucoup quelque chose. Au contraire, c'est hyper beau de voir des choses. Moi, l'autre fois, je trouve ça passionnant, moi, j'en parlais l'autre fois, c'était dans le dernier film de Mathieu Amalric, La Serre-moi fort, qui est magnifique. Ouais. Avec Vicky Krieps notamment, ils sont tous géniaux, et puis le cinéma de Mathieu, il est hyper intéressant, hyper riche, et tout comme ses docus aussi qu'il fait sur la musique, sur John Zorn, des choses comme ça. Et par exemple dans son film, Serre-moi fort, moi j'y ai vu plein de choses, mais qui étaient là pour moi, mais par exemple au tout début elle retourne des Polaroids, elle cherche à faire des couples de photos qui sont les mêmes, et les Polaroids sur le lit, c'est juste des carrés noirs avec un cadre blanc, et pour moi c'était comme un cimetière. Et le film parle de tout. Et moi je trouve ça beau d'aller chercher, au contraire, de tout le temps chercher des trucs, ce que nous disent les choses. Mais donc continue. Tu fais bien notre creuser la Je continue. C'est là où on est riche pour soi aussi. Bien sûr. Et de le partager avec les autres, c'est là que c'est beau. Donc, plus on a l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, c'est avec du coup Damien, Clémence. Dans la même lignée, du coup, on a reçu récemment Clovis Cornillac. Et en fait, il nous parlait de sa vision de l'acteur qui était pas un artiste, mais un artisan qui mettait son art au service du réalisateur. Il a pris l'exemple du réalisateur qui serait l'architecte et l'acteur qui ferait par exemple la marqueterie et qui va faire un super parquet, mais qui sera pas la personne qui va forcément penser l'œuvre globale. Je suis assez d'accord. Moi, je voulais savoir ce que t'en pensais. Non, je suis assez d'accord avec ça, même complètement. Toi, t'as dit en interview que acteur et réalisateur, c'était un peu les mêmes métiers, du coup. Ah bon ? Ouais. J'ai vu ça. Aïe, le masque tombe. La dualité. Je tente de retrouver où tu l'as dit. La dualité. J'ai déconné, mais il doit y en avoir. Je pense ça, mais moi je fais hyper gaffe à ça parce que mais par exemple je vais jamais derrière un combo, je regarde jamais une image à part si vraiment pour un truc technique de placement de truc ou vraiment quelqu'un a vraiment envie de me montrer ce qu'on vient de faire parce que je sais pas, soit c'est complètement raté, soit c'est génial. Mais en vrai j'y vais pas parce que je veux pas être dans le contrôle du truc et justement ce serait un problème de devenir acteur-réalisateur, de vouloir
tout gérer, enfin être aux manettes, alors qu'on l'est pas, parce qu'on interprète quelqu'un pour quelqu'un et avec une équipe. Mais parce que sinon, et après, sinon ça donne des tournages et des comédiens qui viennent, qui font attends, non, vas-y, on la refait là. Ouais. Qui se mettent la pression à eux tout seuls. Tom Cruise, quoi. Ah, mais lui, c'est pas pareil, parce que les réalisateurs, producteurs, acteurs. Ah, les producteurs, et ouais. puis les bons acteurs. Mais non, mais il y a des gens qui vont du coup vouloir corriger des trucs, qui vont s'attacher qu'à eux, alors que c'est pas ce qu'on leur demande, qui veulent contrôler, qui veulent. Mais après, tu poses la question de l'artisanat. Par exemple, quand on écoute Daniel Day-Lewis, il y a une très belle émission avec Augustin Trapenard où pendant 1h30 il parle de menuiserie. Ouais. Parce que c'est sa passion aussi dans la vie et que c'est un truc qu'il pratique tous les jours. Et c'est marrant parce qu'en parlant de comment fabriquer un meuble, il parle de comment jouer. Donc c'est très intéressant. Mais ça, du coup, c'est pas là pour plein d'art. Enfin, c'est comment. Enfin, c'est un truc de travail et de polir les choses et de les façonner, et de les travailler, de les penser, tout ça. Et quand il parle de meubles, on comprend de quoi il parle. Et en fait, il parle du jeu d'acteur. Et c'est quand même un des plus grands acteurs. Il y a plein de gens magnifiques, mais il fait partie quand même. Lui, il est, oui. Et qui, lui, à chaque fois, s'est mis dans des trucs. Je crois que c'était pour The Boxer. Il s'est mis à la boxe pendant 2 ans. Il s'est retrouvé 7ème dans sa catégorie en Angleterre. Le mec n'a jamais été boxeur. C'est un monstre, Daniel Day-Lewis. Le mec est fort partout. Un acteur avec des grands bras, mais. Ouais. Non, mais il est fort. Donc voilà, mais bon, lui, voilà, c'est spécifique. Mais tout ça pour revenir à l'artisanat, c'est que c'est. Après, là où il faut faire attention, c'est que c'est. Le problème, c'est qu'il faut arriver, par exemple, même parce que le début de ta question, c'était sur le fait d'être artisan d'un film et tout ça, mais en travaillant un personnage qui a, mettons, souvent un métier aussi. Enfin, donc je suis d'accord avec cette chose-là. Hein, donc on n'est que artisan et interprète, et on est. Des fois, on peut avoir plus ou moins. On peut échanger plus et partager plus, et du coup peut-être plus participer à la création, en amenant d'autres choses encore que le réalisatrice ou le réalisateur n'avait pas en tête, et qui sont des choses qui arrivent comme ça avec le personnage ou avec ses partenaires souvent, parce que c'est quand même beaucoup de choses se font avec l'autre surtout, et puis dans ce qu'on entend de l'autre, dans l'écoute qu'on a pour l'autre et tout ça. Mais après, là où il faut faire attention, c'est que c'est le truc, par exemple dans l'apprentissage des métiers et tout ça, c'est de pas faire de faire attention à pas tous devenir les mêmes artisans. Enfin, c'est qu'il faut rester soi, donc apprendre des choses et essayer de les interpréter, mais faut les interpréter à sa manière. Donc il faut pas tous avoir la même méthode, quoi. C'est intéressant justement. Faut apprendre à planter un clou, parce que la vie veut qu'on plante un clou, mais il faut le planter à sa manière. C'est un peu. Alors toi, t'as dit aussi on va faire de la copie de la vie. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est ce que tu avais dit, défendre son point de vue. Oui, c'est ça, que ce soit pas Ikea, quoi, qu'il n'y ait pas 40 meubles de la même façon, qu'il y ait plein de J'aime bien cette métaphore filée. On dénonce Ikea. T'as dit sur une interview que t'avais un rapport ambivalent au mensonge, apparemment. Quand tu ne mens pas, on croit que tu mens, et à l'inverse, quand tu mens, on te croit. Et est-ce que pour être acteur, finalement, il faut être un bon menteur, ou alors au contraire, faut pas mentir? Je sais pas. Non, c'était quand j'étais petit, ça, que ça m'arrivait beaucoup. Ouais. Quand je disais la vérité, on pensait que je mentais, et quand je mentais, on me croyait. Non. Mais ça, je sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'un acteur, du coup, c'est un bon menteur, ou au contraire, faut surtout pas qu'il mente et qu'il soit plutôt dans le vrai? Je pense qu'il doit être les deux. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il faut être un vrai menteur et mentir honnêtement, en croyant à ses mensonges, en fait. Voilà. Et puis et dire la vérité complètement. Ok. Clémence. Mais sans que ça se sache. Ne voyez aucune malice à cette question à transition. Non, aucune malice. Mais Rima Abdul-Malak, notre nouvelle ministre de la Culture, a déclaré avant-hier sur France Culture que ce secteur avait tenu bon, pas un cinéma, le secteur pas de la un culture, théâtre. c'est ça? Oui, mais je voulais pas répéter culture 3 fois, mais oui, si tu veux. Répétition, mon Dieu. Recontextualiser. Pas un cinéma, pas un théâtre, une librairie n'a fermé. Tu t'es déjà exprimé sur la réponse du gouvernement. Ils changent souvent les ministres de la Culture, et il n'y a pas eu beaucoup de ministres de la Culture ces derniers temps, en fait. Mais est-ce que tu considères que le cinéma a été suffisamment protégé pendant la crise? Bien sûr que non. Et tout comme les théâtres, et tout comme tous les lieux d'art, enfin tous les lieux et puis même tous les gens qui travaillent autour de ce métier, il y en a plein, il y a plein de professions. La fameuse année blanche, là, ça c'est du vent.
Il y a des gens qui ont été aidés, mais c'est tellement peu par rapport à tous ceux qui se sont fait éjecter, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur intermittence. Tous ceux qui étaient en première année d'intermittence, ils n'ont rien touché. Ah ouais. Tous ceux je crois que je sais plus combien c'est, mais parce que je veux pas dire de bêtises, mais en vrai, je pense que c'est un tiers des gens qui ont été aidés. Ah ouais. Donc c'est du vent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est plutôt clair. Non, mais en vrai, voilà. T'es inquiet, toi, pour le secteur de la culture en ce moment, du coup, là Ouais, je suis inquiet, ouais. Bah, de toute façon, le secteur de la culture, il est toujours, on peut toujours être inquiet pour lui parce que comme il est inquiétant pour d'autres, puisque c'est un endroit où on dit des choses, hein, Ouais, la culture, c'est c'est un endroit où on parle, c'est un endroit où on fait des états des lieux, où on dénonce des choses, où on essaie de changer des choses. Donc la culture, c'est tant mieux, hein, c'est une arme, mais non, mais récemment même le cinéma à la clé, voilà, ça n'a pas été aidé. Même si il y a des choses qui avancent, tout ça, mais en vrai, non, en vrai, la culture, ouais, ça serait bien qu'il y ait on est. quelqu'un qui soit, peut-être qu'on n'a pas besoin de ministère, hein, j'en sais rien, mais bon. Bon, après, oui. Enfin, moi, il manque des choses. Ouais. Ce qu'il faut, c'est de faire vivre la culture. C'est ce que font, du coup, parce que tu fais toi de ton côté. Et nous, ce qu'on tente aussi avec une émission comme ça, quoi, de continuer à parler de culture, à donner envie aux gens d'aller au cinéma. Mais par exemple, même le cinéma, c'est ultra cher. Enfin, oui, c'est cher, 15 € la place maintenant. Pour les adultes, ouais. Je sais pas, quand on est en famille, qu'on veut aller. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, Et... Bon, je rappelle que normalement, je crois que pour les moins de 14 ans, c'est 4 € si je dis pas de bêtises. Oui, il y a c'est quand même... vrai que par rapport au coût de plateforme. Ça fait une oui. soirée, si mettons, l'idée c'est de sortir manger quelque chose et puis d'aller avec sa famille ou ses proches au ciné, machin, enfin ça devient un truc. Oui, ça fait. Ouais. Et faut que les cinémas gagnent leur vie aussi, mais enfin, après c'est tout un truc entre les. Ouais, mais en plus, je crois que c'est la confiserie, je crois que c'est 30% des chiffres d'affaires. Ouais, toute la. Des cinémas, mais enfin non, d'ailleurs, c'est aucun rapport ce que je raconte, pourquoi je parle de la confiserie. Mais c'est important aussi. Pour les cinémas. Ah si, parce que c'est un rapport avec le prix des places aussi. Ouais, mais voilà, tout ça, moi, ça pourrait être quand même plus. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire en vrai, mais. Non, mais il doit y avoir des idées à trouver, mais peut-être qu'il faudrait que ça soit un peu moins cher, peut-être que les gens iraient plus, du coup, c'est peut-être. Au lieu que ça soit une fois par mois, ça serait peut-être plusieurs fois. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'il faut. Pardon, c'était la parenthèse. Ah non, mais c'était intéressant, la parenthèse culture, tout à fait. Bon, bah, je vous propose pour terminer qu'on fasse remporter un DVD des Intranquilles, on l'a dit, aux auditeurs. On a déjà terminé. On a terminé, oui, bah, on a le blind test pour terminer en beauté. Mais si tu voulais d'autres questions, on te réinvitera avec plaisir. Vous allez tout demander. Ah oui, je crois. Est-ce qu'il vous manque une question? On n'a plus aucune bille. On n'a plus. Mais pour la prochaine fois, quand tu viendras nous présenter ton nouveau film, avec plaisir, on aura de nouvelles questions. Je te laisse tirer quelqu'un qui a participé sur les réseaux sociaux, une personne, chacun tire un nom et que vous allez tenter du coup c'est ça, vous allez tenter de faire remporter un DVD des Misérables, pas du tout, des Intranquilles. On a déjà fait gagner les Misérables, donc on ne va pas le faire deux fois. Là, c'est les Misérables, c'était avec Benoît Hamon d'ailleurs. On a fait un épisode sur le cinéma et la politique et voilà. Qui as-tu tiré au sort? Et après, je vous dis le blind test en question. Moi, j'ai tiré Jim @Jimonly ou Jimonly 1. Ok, ça c'est quelqu'un de Twitter. Ça, je sens, ça fait Twitter. C'est le arrobase à Clémence. Moi, j'ai un enfant de 11 ans. J'ai Diane Chocapic. Diane Chocapic. Très bien. Moi, je suis quelqu'un de très classique. J'ai Joanie Lucas. Très bien. Voilà. Un petit renard quand même. Un petit renard, ouais. Alors, je vous propose aujourd'hui un blind test musique. Attends, on a tiré ça au sort. Et maintenant, je vous fais un blind test et la personne qui gagne ce blind test fait remporter la personne qui a la pioché. Oh, ah ouais. C'est on a des responsabilités là. Sinon, Jim va en vouloir. Okay. Aujourd'hui, c'est donc un blind test musique culte de films, mais qui vont soit être accélérés, soit être ralentis. Donc vous allez voir, ça va être une version étonnante de ces musiques c'est la version originale, hein, mais qui est un peu raccourcie, ou je l'ai dit, ou ralenti. Je vous mets, vous allez très vite comprendre, vous me dites G dès que vous avez le titre de film dans lequel on a pu entendre cette musique, c'est des BO cultes de films. Commençons avec celui-là. Kubrick, ce serait quel film de Kubrick? Je dirais soit c'est Shining,
Moi. Soit c'est. Je dis ça, mais c'est pas l'Odyssée de Kubrick en l'espace. fait. Je t'ai envoyé dans un truc, je dis, c'est quel film? Mais non, Ah, c'est merde, pas Kubrick. pardon. C'est pas, Mais vas-y. c'est pas l'Odyssée de l'espace, pas 2001. Non, non, Ah c'est ouais. pas J'allais 2001. dire ça aussi. J'ai cru Vous allez au voir début. la suite, il y a des choses peut-être qui vont. On a éliminé du coup. Non. Ah, Indiana Vas-y, Jones. Indiana Jones, bien joué. exactement, la version ralentie d'Indiana Jones. Pour toi, Joanie. Un premier point pour toi. mais ça Tout- ressemblait, on est d'accord. Ouais, au début. Ah mais il y a des trucs, c'est ça qui est semblait- intéressant, c'est qu'on voit des... Après c'est John Williams, donc c'est vrai que John Williams c'est une musique Ouais. très orchestrale, donc on retrouve chez Kubrick. On y va avec une seconde, celle-là elle va être accélérée et ça donne ça. Oh. Non, mais Ah oui, toi, vraiment parrain. la rapidité. Mais j'avais à peine mis, comment t'as fait? Parce que je suis accro au parrain. C'est quoi C'est le je peux parrain. pas, hein. Le parrain. Ah ouais. Mais j'ai l'impression d'avoir rien entendu quasiment. Ah oui, non, Bon, non, bah, C'est le parrain façon Chick la rapidité, deuxième point pour toi, bah version accélérée du coup. Deuxième point pour toi, Sylvain, on continue avec C'est celui-là. combien de points? Il y en a 10 au tout début. Ah ok, cool. Ah, Alors, je- on a de la marge encore. Ah ouais, vous pouvez vous rattraper évidemment. Là c'est version ralentie. Ambiance moi. Rabbi Jacob. Exactement la musique sur laquelle Louis de Funès danse dans Rabbi Jacob. C'est ton premier point, Damien. Ouais, ça donne Le autre chose. soulagement, Hein. ouais. Ça aurait été une autre danse en version ralentie. Peut-être Ouais, pas aussi vraiment. rythmée. On y va maintenant avec celui-là qui est accéléré. Ah, J'ai- vas-y. Damien. C'est Titanic. Vas-y, exactement. Ouais, c'est ça. Donnez-moi ouais. un point au moins. Un Je point, connaissais, tu mais vas. j'avais pas le titre. Ah oui, il manquait le. Je suis la seule meuf. La et flûte j'ai accélérée. trouvé Titanic. Céline Dion. C'est super. J'ai cliché. C'est ça, vraiment. On continue maintenant avec celui-là. Retour vers le futur. Exactement, Wow, retour propre. vers le futur en ralenti. Lui, il est propre. Ça, c'est propre là. Deuxième point pour toi, Damien. Vous êtes à égalité avec Sylvain et Clémence à un point, mais tout, Oui, bon. tout peut jouer. Non, Faut la pression, le tout jeu. est possible, tout est possible. Avec celui-là qui est ralenti, il me fait beaucoup rire celui-là, je crois. Damien, t'as dit La boum. La boum, exactement. Celui-là, il est marrant. Mais alors vous allez entendre avec la voix, ça me fait beaucoup rire, ça donne ça. Ah, il est vénère, je pense. Il est énervé. Mais on le reconnaît vite, comme quoi, même accéléré, on le reconnaît. Troisième point pour toi, tu prends la tête, Damien. Ça fait 3-2. Mais on y va maintenant avec celui-là qui, cette fois, ralentit. Et ça donne ça. Sylvain. Star Wars. Star Wars, ah oui, encore d'une rapidité Je suis fan du éclair. parrain et de Star Wars. Ah, Troisième John Williams je que tu savais passes. pas. Troisième, c'est lui aussi, Retour vers le futur, c'est John Williams, je crois. Hein ah, je sais pas, peut-être ça ressemble un peu, mais je sais pas si c'est lui. C'est lui. C'est un spécial John Williams, non, c'est faux. À égalité entre Damien et Sylvain, un point pour Clémence. On continue, est-ce qu'il y aura d'autres John Williams? Le suspense est total. En tout cas, celui-là, il est accéléré. Sylvain, Les toujours choristes. très très rapide. Quatrième point pour toi même. Tu prends la tête avec ce point-là pour les choristes, exactement. Ouais, C'était va. fort ça. Ah ouais Ah, on t'envoie sur ton chemin. Tu sais, les remixes un peu sombres. Oui, voilà, Les c'est trucs, ça. les remixes un peu. On continue maintenant avec cet extrait-là. Ah, l'Odyssée de l'espace. Ah là, cette fois-ci, je me suis savé tout à l'heure quand vous avez dit Kubrick, je me dis ah ils ont un peu d'avance, mais ça arrive. Quatrième point pour toi Damien qui rattrape Sylvain. Aïe, Un aïe, aïe. point toujours pour. Oui, pour bon, on que- n'est pas obligé de. Je précise. Pas j'ai non plus de remixes Humiliation. tout dans la plaie, quoi. Nous, on n'est pas contre toi. Hein. Non. Nous, on veut aider la personne. C'est pour Joanie que je fais ça, ok? Le suivant c'est celui-là. Ça fait un peu peur. Oui, ça fait un peu C'est peur. beau, mais Un film récent Si. que je remets. Ouais. Ouais. J'ai Vas-y.
La La Land. La La Land, exactement, Sylvain. Ah, Merci. j'étais ouais, partie hyper sur dur. autre chose, moi. loin, lui. Ah non, là Lui, il allait chercher c'était loin. Another Day of Sun qu'on connaît bien, en ralenti un peu moins. Quand même, c'est autre chose. Et c'est fini déjà. J'ai l'impression Non. que c'est 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Si, c'est fini. Ah mince. C'est Sylvain qui remporte. Tant mieux pour toi, Bravo. Sylvain. Oui. Tu remportes ce blind test. Qui fais-tu remporter? Je fais remporter le bien test à Joanie Lucas. Joanie Lucas. Bon, C'est pour très toi. bien. Bon, pas trop déçu, Damien, quand même. Tu t'es bien battu. Je me suis bien battu. C'est déjà quasiment. Mais écoute, on te retrouvera avec plaisir pour de nouvelles questions et un nouveau blind test où tu pourras te venger de Sylvain. C'est ça. Une revanche. Et merci pour votre Tu accueil. pourras tout ça. Merci à toi d'avoir été avec nous. Et puis voilà, donc on te retrouvera bientôt rapidement dans quel film. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Astéroid City, ouais. on l'a dit, Wes Anderson. Je sais pas pour quand. Ensuite, exactement. c'est pas pour faire le mec qui a fait 3000 trucs, mais c'est juste que non, mais comme les temps sont beaucoup décalés aussi entre les, Ah oui, les ouais, choses oui, qui c'est sont sûr. tournées, les sorties maintenant. Ouais, J'ai bien fait sûr. un film de Noé Milowski qui s'appelle La Grande Magie. J'ai fait un film qui s'appelle Le Sixième Enfant Ouais. euh, De Léopold de Léopold Legrand, Legrand. J'ai fait un film d'Ilan Clipper avec Camille Chamou qui va s'appeler Le Processus de paix. Mhm. J'ai fait donc un film avec Pedro Aguilera, mais pour l'instant qui est un film sur Rimbaud, mais voilà. Ouais. Yorgos Lanthimos aussi, du coup. Yorgos Lanthimos, j'ai fait une petite participation dans son prochain long. Et puis j'ai un film muet que j'ai fait avec lui et Emma Stone, mais qui est qu'on présente depuis 2 mois, là, mais dans des opéras, enfin pas proprement dit dans des cinémas, mais plutôt des opéras ou des centres d'art, des grands musées, des choses comme ça, parce que c'est un film muet avec un orchestre en live. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait Avec Emma d'autre Stone. Ouais, elle était dans La La Land. Tout était lié. J'ai fait d'autres films, attendez. Il y en a beaucoup. Non, mais, Bon, on se retrouvera vite. En Ouais. tout cas, du coup, j'ai l'impression que ça va pas être trop On fera compliqué. la hein. liste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, et du coup, pour une prochaine fois. Brigitte, avec plaisir. si, bien sûr. Brigitte, Le si, bonheur oui. est pour demain. Tout Ça à va fait. être un magnifique film. Voilà, mais bon, oui. Non, mais oui, on me super. retrouvera. avec plaisir. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Merci à Clémence et Sylvain. Merci aussi à Quentin qui réalise cet épisode. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Clapement 5 ou encore sur les différentes plateformes audio, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Aussi à nous noter. Vous pouvez nous noter. Merci à Blackout, je l'ai pas dit, qui nous offre ce DVD pour les intranquilles plutôt, qui vous l'offre et qui l'offre précisément à Joanie. voilà, tout à fait. Et puis voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci à Mickaël. Rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez au cinéma.